Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la découverte littéraire et à l'analyse profonde des œuvres qui marquent notre esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un texte qui est souvent considéré comme l'une des plus grandes réussites de la science-fiction moderne, non pas pour ses vaisseaux spatiaux ou ses inventions technologiques futuristes, mais pour sa capacité déconcertante à explorer les contours de l'âme humaine, de l'intelligence et de la sensibilité. Nous parlons bien sûr de Bouquet pour Charlie de l'auteur américain Daniel Kay. C'est une histoire qui commence par des promesses de progrès scientifique et qui se termine par une réflexion tragique et magnifique sur ce qui fait réellement notre humanité. Avant de commencer cette exploration détaillée, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, et à préparer vos émotions. Cette histoire, celle de Charlie Gordon, est une expérience unique dans le monde de la littérature. Elle ne se contente pas de raconter une intrigue, elle vous fait vivre la transformation cognitive et émotionnelle de son protagoniste à travers sa propre voix. Les progrès de Charlie sont rapportés dans des rapports de progrès, ces textes rédigés par lui-même, qui montrent non seulement l'évolution de son intelligence, mais aussi l'évolution de son style d'écriture, de sa grammaire, de sa compréhension du monde, surtout, de son cœur. C'est une structure narrative brillante qui permet au lecteur de devenir témoin direct de chaque étape de cette métamorphose. Pour comprendre la portée immense de cet ouvrage, il est essentiel de revenir à son contexte de création. Daniel Kay a publié Flowers for Algernon en 1966. À cette époque, la société occidentale était en pleine mutation. Les années 60 ont vu émerger une fascination croissante pour la neuroscience, la psychologie comportementale et les potentialités de l'esprit humain. La course à l'espace, bien que physique, symbolisait aussi la course intellectuelle et technologique de l'homme vers une maîtrise totale de son environnement. Cependant, derrière cette effervescence technologique, il y avait une question éthique fondamentale qui commençait à être soulevée: jusqu'où pouvons-nous aller dans l'amélioration de l'humain ? Faut-il accepter les limites naturelles de notre condition ou devons-nous tout faire pour les transcender, même si cela signifie perdre quelque chose d'essentiel en chemin ? Daniel Kay lui-même n'était pas un scientifique. Il était écrivain, avec un intérêt marqué pour la psychologie clinique. Avant d'écrire ce roman, il avait travaillé comme reporter, puis comme rédacteur en chef dans l'industrie du divertissement. Mais c'est sa propre vie personnelle qui a profondément influencé cette œuvre. Kay a raconté à plusieurs reprises que l'idée du livre lui est venue après avoir lu un article de magazine décrivant une expérience similaire menée sur une souris nommée Algernon. L'article traitait de la chirurgie cérébrale visant à augmenter l'intelligence chez les rongeurs. Ce qui a frappé Kay, ce n'était pas tant l'aspect scientifique que l'aspect humain sous-jacent, l'isolement, la souffrance et la quête de sens qui accompagnent souvent les changements radicaux de la condition humaine. Il a décidé de transposer cette expérience animale à un être humain, créant ainsi Charlie Gordon, un homme de 32 ans avec un QI de 68, qui souhaite devenir intelligent. Le contexte social de l'époque est également crucial. Dans les années 60, le handicap mental était souvent stigmatisé, les personnes atteintes de retard mental étant largement reléguées à des institutions fermées ou exclues de la société active. La notion de réinsertion sociale, de droit à l'éducation et à l'épanouissement pour tous était encore balbutiante. En choisissant un personnage comme Charlie, Kay a créé un miroir brutal de la société américaine de l'époque. Charlie, avant son opération, est traité avec condescendance, pitié, voire cruauté par ceux qui sont censés être ses amis ou ses enseignants. Son désir d'apprendre est perçu comme une blague, une tentative naïve de s'élever au-dessus de sa condition. Cette attitude sociétale est l'un des points forts critiques du livre, car elle dénonce l'arrogance de ceux qui se sentent supérieurs intellectuellement et leur incapacité à voir la valeur humaine intrinsèque de ceux qu'ils jugent inférieurs. Maintenant, abordons le cœur du récit, le contenu principal et la structure narrative. L'histoire est racontée à la première personne, à travers une série de rapports de progrès soumis aux chercheurs Dr. Nemur et Dr. Strauss. Ces rapports constituent le squelette de l'intrigue. Au début, l'orthographe est pleine de fautes, la syntaxe est simple, les phrases sont courtes et parfois incomplètes. Charlie utilise beaucoup de mots comme bizarre ou drôle pour exprimer ses sentiments, montrant une innocence touchante mais aussi une pauvreté expressive qui reflète sa limite cognitive. Il parle de son travail chez une boulangerie, de ses collègues qui se moquent de lui, de sa mère qui l'a quitté jeune, et de son rêve le plus cher, devenir intelligent pour être aimé et respecté. Le premier rapport marque le point de départ de l'expérience. Charlie est sélectionné pour participer à une procédure expérimentale. Il y a une certaine ambiguïté morale dans le choix des candidats. Pourquoi Charlie ? Est-ce par bonté, ou parce qu'il est docile, sans famille proche pour s'opposer à l'expérience, et assez simple d'esprit pour ne pas poser de questions complexes ? Les chercheurs, en particulier le docteur Nemur, semblent davantage intéressés par la réussite de l'expérience et la gloire académique qui en découlera que par le bien-être réel de Charlie. Nemur voit Charlie comme un sujet, un outil pour prouver sa théorie selon laquelle l'intelligence peut être augmentée par la chirurgie. Il est froid, arrogant et méprisant. En revanche, le docteur Strauss apparaît comme plus humain, plus empathique, et c'est grâce à lui que l'opération se déroule. Mais même Strauss reste un observateur scientifique, loin d'être un ami véritable pour Charlie. L'opération a lieu, et nous passons ensuite au rapport post-opératoire. C'est ici que la magie de l'écriture de Kay opère. Charlie commence à se souvenir de choses oubliées.
Il découvre qu'il a été marié à Alice Quignan, son institutrice, et qu'ils ont eu une vie ensemble avant qu'il ne décide de la quitter parce qu'elle refusait de l'aider à devenir intelligent. Ces souvenirs refoulés sont un choc pour Charlie. Il révèle une profondeur émotionnelle qu'il ne soupçonnait pas. Il réalise alors que son désir d'intelligence n'était pas seulement social, mais profondément personnel et lié à l'amour perdu. La progression de l'intelligence de Charlie est spectaculaire. Il apprend rapidement. Il lit des livres complexes, il assiste à des cours universitaires à la place d'Alice, qui devient son professeur tout en continuant à être sa thérapeute. Charlie devient polyglotte, maîtrisant plusieurs langues en quelques semaines. Son QI explose, il passe de 68 à 95, puis 120, 180, dépassant même celui des chercheurs qui l'ont opéré. Avec cette intelligence croissante vient une nouvelle perception du monde. Charlie commence à comprendre les mécanismes sociaux, les hypocrisies, les jeux de pouvoir. Il réalise que ses anciens collègues de la boulangerie ne se moquaient pas par méchanceté pure, mais par peur de ce qu'ils ne comprenaient pas, et aussi par une forme de jalousie inconsciente. Il comprend maintenant pourquoi ils appelaient Gimpy les travailleurs manuels intellectuellement limités, et pourquoi il était appelé Charlie avec un ton moqueur. Cependant, cette montée en intelligence n'est pas linéairement bénéfique pour son bonheur. Au contraire, c'est le début de son isolement. Alors qu'il était aimé de certains, voire plaignant de tous, il devient étranger à lui-même et aux autres. Il ne peut plus rire des blagues vulgaires de ses anciens amis parce qu'il les trouve maintenant insultantes et dégradantes. Il ne peut plus discuter avec eux de leurs préoccupations simples parce que son esprit court trop vite. Il se sent seul, très seul. C'est un thème central du livre, l'intelligence n'apporte pas nécessairement la compréhension, ni le bonheur. Parfois, elle apporte la conscience de la solitude existentielle. Un autre aspect crucial de l'histoire est la relation entre Charlie et la souris Algernon. Algernon est la première souris à avoir subi l'expérience avec succès. Son intelligence augmente également. Les chercheurs observent des changements comportementaux chez Algernon, elle devient plus agile, résout des labyrinthes plus rapidement, montre des signes de curiosité accrue. Charlie suit le cas d'Algernon de près. Il développe une sorte de lien affectif avec elle. Pour Charlie, Algernon n'est pas juste un sujet d'expérience, c'est un compagnon dans cette aventure extraordinaire. Il lui parle, il s'identifie à elle. Cette identification est essentielle pour le lecteur, car elle montre que Charlie, malgré son augmentation cognitive, conserve une part d'enfance, une capacité d'empathie pure qui va bientôt être mise à rude épreuve. À mesure que Charlie devient plus intelligent, sa relation avec Alice Quignan évolue. Alice, qui était une figure maternelle et enseignante, devient une égale, puis une amante. Leur relation est complexe. Alice aime Charlie pour qui il était, mais elle est fascinée par qui il devient. Elle craint cependant que l'intelligence de Charlie ne détruise cette connexion émotionnelle simple et pure qu'ils avaient auparavant. Charlie, de son côté, est pris entre deux mondes. D'un côté, il a l'intellect, la logique, la capacité d'analyser le monde. De l'autre, il a le cœur, le désir d'amour, de connexion humaine. Il réalise que l'intelligence lui a ouvert les portes de l'univers académique et scientifique, mais elle lui a fermé les portes de la simplicité et de la joie innocente qu'il connaissait avant. Les rapports de Charlie montrent également une évolution de son style d'écriture. Les fautes d'orthographe disparaissent progressivement. La grammaire devient impeccable. Le vocabulaire s'enrichit considérablement. Il utilise des mots comme procrastination, intellectualiser, ambivalence. Mais avec cette sophistication linguistique vient une certaine froideur. Les phrases deviennent plus longues, plus nuancées, mais moins directes. Charlie commence à analyser ses propres sentiments plutôt que de les ressentir simplement. Il se met à douter, à questionner. Il devient cynique face à l'attitude des chercheurs. Il remarque que le docteur Nemur, qui prétend connaître Charlie depuis son enfance, en réalité, ne savait rien de lui avant l'opération. Nemur a écrit un livre sur Charlie avant même de l'avoir rencontré, en se basant uniquement sur des dossiers médicaux. C'est un acte d'arrogance intellectuelle massif. Charlie comprend que pour Nemur, il n'est qu'un cas d'étude, une preuve vivante de sa théorie. Cette prise de conscience brise le peu de confiance que Charlie pouvait avoir envers le système scientifique. En parallèle de cette ascension intellectuelle, nous assistons à une descente psychologique. Charlie souffre. Il souffre de migraines violentes, de troubles du sommeil, d'anxiété intense. Il se demande si l'opération a un prix caché. Il commence à avoir des visions, des flashbacks traumatiques de son enfance, notamment les scènes où sa mère le repoussait, où son père était absent, où il se sentait indésirable. Ces traumatismes refoulés émergent avec la libération de son esprit. L'intelligence lui permet de comprendre pourquoi il a été rejeté, pourquoi il était solitaire, mais elle ne lui apporte pas le réconfort nécessaire pour guérir ses blessures. Au contraire, elle amplifie la douleur de la compréhension. Charlie réalise qu'il n'a jamais été vraiment aimé par sa famille, ni par ses collègues, ni même par les chercheurs, sauf peut-être par Alice, et encore, avec des réserves. Le tournant dramatique de l'histoire arrive lorsqu'Algernon commence à décliner. Tout d'un coup, la souris devient agressive, erratique. Elle perd l'agilité qu'elle avait acquise. Les chercheurs observent cela avec inquiétude. Charlie, qui surveille de près l'état de sa compagne de laboratoire, panique. Il comprend instinctivement que quelque chose va mal.
Il demande des explications au DRS Nemur et Strauss, mais il reste évasif. Il parle de régression naturelle chez les animaux, mais Charlie sent qu'il y a plus. Il commence à soupçonner que le succès de l'opération est temporaire. Il a peur. Non pas peur de redevenir bête, mais peur de perdre tout ce qu'il a acquis, toute la clarté d'esprit, toute la liberté intellectuelle. Pour la première fois, Charlie utilise son intelligence pour faire des recherches par lui-même. Il lit des articles scientifiques sur la souris Algernon, sur les greffes de tissu cérébral. Il découvre que ce qu'on appelle l'effet Algernon-Gordon n'est pas documenté, mais il presse la vérité, si Algernon décline, lui aussi va décliner. Cette période est marquée par une crise existentielle majeure. Charlie, devenu intellectuellement supérieur à la plupart des gens autour de lui, se sent profondément seul. Il ne peut plus dialoguer avec les chercheurs, dont les débats philosophiques et scientifiques le lassent. Il ne peut plus retourner vers ses anciens amis de la boulangerie, dont il méprise maintenant l'ignorance. Il est coincé entre deux mondes, sans appartenir à aucun. C'est une métaphore puissante de la condition de l'intellectuel moderne, ou plus généralement, de toute personne qui a grandi, qui a changé, et qui trouve qu'elle ne correspond plus à son environnement d'origine. Charlie devient amer. Il commence à boire, à sortir la nuit, cherchant désespérément une connexion humaine qu'il ne trouve pas dans les cercles intellectuels. Il se rend compte que l'intelligence seule ne suffit pas à combler le vide intérieur. Les rapports de cette phase montrent une écriture encore plus précise, mais aussi plus mélancolique. Charlie analyse sa propre situation avec une lucidité glaçante. Il décrit ses sentiments de dégoût envers lui-même, envers les chercheurs, envers le monde entier. Il écrit des phrases longues, complexes, remplies de nuances psychologiques. Il comprend les motivations cachées des autres. Il voit l'ego du docteur Nemur, les peurs du docteur Strauss, les désirs non dits d'Alice. Il devient un observateur critique de la nature humaine. Et cette critique, il l'applique aussi à lui-même. Il se demande si être intelligent vaut vraiment le coup si cela signifie souffrir autant. Il se demande si la bêtise n'était pas une forme de protection, un bouclier contre la douleur du monde. Le climax de l'histoire survient lorsque le déclin d'Algernon s'accélère et que la souris meurt. Charlie est bouleversé. Il entoure Algernon de fleurs, comme le titre de l'œuvre l'indique. C'est un acte de tendresse et de deuil. Charlie comprend alors que le sort d'Algernon est le sien. Il confronte les docteurs, exigeant la vérité. Sous la pression, le docteur Strauss admet que l'expérience a peut-être été un échec à long terme, que l'augmentation de l'intelligence est réversible. Charlie, au lieu de s'effondrer, prend une décision radicale. Il demande au docteur de lui permettre de subir une deuxième opération pour essayer de stabiliser ou de prolonger les effets, ou du moins, de comprendre ce qui se passe. Mais les docteurs refusent, arguant des risques éthiques et médicaux. Ils veulent protéger Charlie, mais en réalité, ils veulent protéger leur réputation et leur donner d'expérimentation. Charlie accepte sa destinée avec une dignité tragique. Il sait que tout va s'effondrer. Il dit adieu à Alice, qui pleure, incapable de supporter l'idée de perdre l'homme brillant qu'il est devenu, tout en regrettant peut-être de ne pas pouvoir revenir en arrière. Charlie lui dit qu'il ne veut pas redevenir comme avant, parce qu'il a vu ce qu'il manquait. Il veut garder la mémoire de son intelligence, même si son cerveau doit la perdre. C'est un moment d'une puissance émotionnelle incroyable. Charlie comprend enfin que l'essence de l'humanité ne réside pas dans le QI, mais dans la capacité d'aimer, de souffrir, de se souvenir et de transmettre. Dans les derniers rapports, l'écriture de Charlie se détériore. Les phrases raccourcissent. L'orthographe redevient approximative. Le vocabulaire se simplifie. Charlie lutte désespérément contre l'oubli. Il essaie de noter ses pensées, ses souvenirs, son amour pour Alice, sa haine pour Nemur, sa tristesse pour Algernon, avant que ses souvenirs ne disparaissent à jamais. C'est une course contre la montre cognitive. Chaque mot qu'il écrit est un cri du cœur, une tentative de maintenir une partie de lui-même en vie. Il reconnaît ses erreurs passées. Il pardonne à ceux qui se sont moqués de lui, comprenant maintenant qu'ils étaient ignorants, pas méchants. Il exprime un regret profond, celui de n'avoir pas su profiter pleinement de son temps d'intelligence pour aider les autres, pour aimer davantage. Le rapport final est court, confus, mais d'une simplicité poignante. Charlie demande à Alice de lui apporter des fleurs pour Algernon. Il ne comprend plus tout, mais il sent encore l'émotion. Il demande pardon pour tout ce qu'il a pu dire de cruel pendant sa phase de déclin. Puis, l'écriture se dissout. On ne sait pas exactement ce qu'il advient de Charlie par la suite, mais on imagine un retour à un état de grande limitation mentale, semblable à celui d'avant l'opération, mais avec la conscience, pour quelques instants, de ce qu'il a perdu. C'est une fin ouverte, triste, mais aussi libre. Charlie n'est plus un sujet d'expérience. Il est redevenu un homme, dans le sens le plus primitif et le plus vrai du terme, vulnérable, dépendant, mais capable d'émotions pures. Passons maintenant aux éléments clés et aux chapitres marquants de cette œuvre, bien que le livre soit structuré sous forme de rapports et non de chapitres traditionnels. La première partie de l'histoire couvre les rapports initiaux, où Charlie est stupide. C'est la phase de l'innocence. Kay utilise cette partie pour établir la sympathie du lecteur pour Charlie. Malgré ses limites, Charlie est joyeux, curieux, et désireux de s'améliorer. Il ne se plaint pas de son sort.
Il voit les gens comme ils sont, sans jugement complexe. Cette perspective naïve sert de contraste frappant avec la partie suivante. La deuxième partie est la phase de l'ascension. Les rapports deviennent de plus en plus intelligents. C'est la partie la plus dynamique du livre. Charlie explore le monde intellectuel. Il apprend, il lit, il voyage mentalement. Kay décrit merveilleusement la sensation de l'éveil cognitif. Pour Charlie, c'est comme s'il portait des lunettes qui lui permettaient enfin de voir clairement. Les visages des gens, leurs expressions, leurs intentions cachées, tout devient visible. Mais cette clarté est aussi une source de douleur. Charlie découvre les mensonges, les manipulations, les égos blessés. Cette phase est cruciale car elle montre que l'intelligence est un outil à double tranchant. Elle ouvre des portes, mais elle ferme aussi les yeux sur l'illusion protectrice de l'ignorance. La troisième partie est la phase de la régression. C'est la plus longue et la plus intense émotionnellement. Charlie lutte pour rester conscient. Il analyse sa propre disparition. Il se souvient de son passage par l'intelligence et utilise cette mémoire pour comprendre sa chute. C'est ici que le thème de la compassion revient. Charlie, qui était autrefois la cible de la cruauté, comprend enfin pourquoi elle existe. Il voit les chercheurs non pas comme des méchants, mais comme des humains fragiles, attachés à leur statut, peur de l'échec, peur de la mort, symbolisée par la perte d'Algernon. Cette maturité émotionnelle, acquise tardivement, est peut-être le plus grand cadeau de l'expérience, même si elle n'empêche pas la catastrophe biologique. En ce qui concerne les réceptions critiques et l'impact du livre sur le public, Bouquet pour Charlie est un phénomène littéraire mondial. Dès sa publication, il a été salué pour son originalité formelle. L'utilisation des rapports de progrès était une innovation narrative remarquable. Elle permettait au lecteur de voir l'évolution de la conscience en temps réel, sans intermédiaire narratif omniscient. Cela crée une immersion totale. Le lecteur est obligé de lire avec Charlie, de penser avec Charlie, et de ressentir la frustration et la joie de Charlie à chaque étape. Les critiques ont loué la précision psychologique de Kay. Bien que l'opération décrite soit fictive, la réaction psychologique de Charlie est d'une authenticité troublante. Les chercheurs ont souvent mentionné que le livre ressemble à une étude de cas clinique, mais avec une profondeur émotionnelle qu'aucun rapport médical ne pourrait atteindre. Le personnage de Charlie est devenu archétypal. Il représente l'aspiration humaine universelle à l'amélioration, mais aussi la peur de perdre son identité fondamentale. Beaucoup de lecteurs s'identifient à Charlie, non pas parce qu'ils souhaitent devenir génies, mais parce qu'ils ont connu des moments où ils se sont sentis seuls, incompris, ou en décalage avec leur environnement. Parmi les éloges fréquents, on trouve l'attention portée à la question éthique. Bouquet pour Charlie est souvent utilisé dans les cours de philosophie, de bioéthique et de littérature pour discuter des limites de la science. Le livre pose la question, si nous pouvons changer la nature humaine, devons-nous le faire ? Quel est le coût de l'innovation ? Le livre suggère que le progrès technique, sans progrès moral et émotionnel, est vide, voire dangereux. Charlie devient plus intelligent, mais il devient aussi plus isolé. Il ne devient pas meilleur, il devient seulement différent, et cette différence est douloureuse. Les lecteurs rapportent souvent avoir été bouleversés par la fin. La scène où Charlie demande des fleurs pour Algernon, alors qu'il ne comprend presque plus rien, est considérée comme l'un des passages les plus émouvants de la littérature contemporaine. Elle résume toute l'œuvre, la persistance de l'amour et de la gratitude au-delà de l'intelligence et de la raison. Même quand l'esprit s'éteint, le cœur peut encore sentir. C'est un message d'espoir, mais un espoir triste, mélancolique. Il est important de noter que le livre a suscité des débats passionnés sur la représentation du handicap. Certains ont critiqué le fait que Charlie soit traité comme un objet d'expérience, reflétant les attitudes réalistes de la société de l'époque envers les personnes handicapées mentales. D'autres ont loué Kay pour avoir donné une voix intérieure à Charlie, permettant au lecteur de voir le monde à travers ses yeux, brisant ainsi les préjugés. Le livre ne dit pas que les personnes handicapées mentales sont des génies endormis. Il dit qu'elles sont des êtres humains complets, avec des émotions, des désirs et une dignité propre, souvent invisibles aux yeux de ceux qui les jugent superficiellement. Revenons maintenant à une analyse plus approfondie des personnages secondaires, car ils jouent un rôle essentiel dans la dynamique de l'histoire. Le docteur Nemur est l'antagoniste principal, non pas par méchanceté active, mais par indifférence éthique. Il représente l'académisme froid, l'ego intellectuel. Pour Nemur, Charlie n'existe que comme une preuve de sa théorie. Il a écrit un livre sur Charlie avant même de le connaître, ce qui est une violation totale de l'éthique médicale et humaine. Nemur est jaloux de Charlie. Une fois que Charlie devient plus intelligent que lui, Nemur perd le contrôle. Sa réaction est la honte et la colère. Il ne peut pas accepter qu'un de ses sujets ait surpassé son créateur. C'est une critique puissante de la hiérarchie sociale basée sur l'intelligence. Le docteur Strauss est un personnage plus ambigu. Il semble plus humain, plus compatissant. Il conseille Charlie, il s'inquiète pour lui. Mais il reste un scientifique. Il est tiraillé entre son devoir de protéger Charlie et son désir de continuer l'expérience pour obtenir des résultats. Il finit par céder à la pression de la science et de la peur de l'échec. Il ne dit pas à Charlie la vérité complète sur le déclin d'Algernon par peur de le perturber davantage. Cette protection paternaliste est finalement contre-productive et trahit la confiance que Charlie commence à lui accorder.
Strauss représente la conscience sociale moyenne, celle qui voudrait faire le bien mais qui est coincée dans les structures du pouvoir et de la conformité. Alice Quignan est le pilier émotionnel du récit. Elle est intelligente, forte et profondément humaine. Elle aime Charlie pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il devient. Sa relation avec Charlie est le seul véritable lien d'amour égalitaire dans le livre. Alice lutte contre ses propres sentiments. Elle est attirée par Charlie, mais elle a peur de perdre son rôle de professeur, de thérapeute. Elle essaie de maintenir une distance professionnelle, ce qui crée des tensions. Quand Charlie devient plus intelligent qu'elle, la dynamique change. Alice se sent menacée, non pas intellectuellement, mais émotionnellement. Elle craint que Charlie ne la dépasse et ne la laisse derrière lui. Pourtant, elle reste loyale. Elle est la seule à accompagner Charlie jusqu'au bout, à pleurer avec lui, à lui dire qu'elle l'aime. Alice incarne la résilience et la capacité d'aimer inconditionnellement, même face à la perte et à la dégradation. Les collègues de Charlie à la boulangerie, comme Joe et Frank, représentent le monde ordinaire, le monde de la simplicité. Avant l'opération, Charlie se moquait d'eux un peu, ou du moins, il acceptait leur moquerie avec une résignation confuse. Après l'opération, Charlie ne peut plus supporter leur compagnie. Il trouve leurs conversations superficielles, leurs jeux cruels insupportables. Il les rejette. Plus tard, quand il redevient stupide, il retrouve en partie cette connexion, mais il est trop tard. Il a perdu le temps de partager la simplicité avec eux sans mépris. Cette séparation montre le coût social de l'intelligence supérieure. On gagne en compréhension du monde complexe, mais on perd en connexion avec le monde simple et direct. Charlie doit choisir entre les deux, et il perd les deux, restant seul au milieu. Saut de paragraphe. Examinons maintenant les thèmes philosophiques sous-jacents. Le premier thème majeur est la définition de l'humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Est-ce notre capacité à résoudre des équations complexes? Notre maîtrise de plusieurs langues? Notre connaissance de l'histoire? Ou est-ce notre capacité à ressentir, à aimer, à souffrir, à être empathique? Kay suggère que l'intelligence est un outil, mais que l'humanité est une qualité du cœur. Charlie, dans sa forme la plus intelligente, devient presque inhumain, froid, analytique. Dans sa forme la plus réduite, il est plus humain que jamais, capable de gratitude, d'amour et de pardon. Le livre nous invite à réfléchir sur la hiérarchie des valeurs humaines. Nous vivons dans une société qui idolâtre l'intelligence et la performance, mais aux dépens de la sensibilité et de la compassion. Bouquet pour Charlie est un avertissement contre cette obsession. Saut de paragraphe. Un autre thème est la solitude et l'isolement. La solitude de Charlie est multidimensionnelle. Il est seul parce qu'il est pauvre et ignoré avant l'opération. Il est seul parce qu'il est brillant et incompris après l'opération. Il est seul parce qu'il est mourant intellectuellement et désespéré vers la fin. Kay explore différentes formes de solitude, celle de l'exclusion sociale, celle de la supériorité intellectuelle, celle de la maladie, et celle de la perte de soi. Chaque forme de solitude est décrite avec une finesse psychologique remarquable. Le lecteur ressent la désolation de Charlie, non pas parce qu'il est seul physiquement, mais parce qu'il n'y a personne avec qui il peut partager son expérience interne. Même avec Alice, il y a un mur. Même avec les docteurs, il y a une barrière. La vraie connexion humaine est difficile, rare et précieuse. Saut de paragraphe. Le thème de la mémoire et de l'identité est également central. Qui sommes-nous? Sommes-nous la somme de nos souvenirs? Si nous perdons nos souvenirs, perdons-nous notre identité? Charlie lutte tout au long du livre pour conserver sa mémoire. Pendant sa phase d'intelligence, il note tout. Pendant sa phase de déclin, il essaie de noter ce qu'il perd. Il comprend que sans mémoire, il n'est plus Charlie. Il redevient un tableau blanc. Mais cette question soulève un paradoxe, si Charlie redevient comme avant, est-ce qu'il sera heureux? Avant, il était innocent, mais il souffrait aussi de son ignorance. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi on le traitait mal. La mémoire apporte la douleur, mais aussi la conscience. Kay ne donne pas de réponse simple. Il montre que l'identité est fluide, changeante, et dépendante de notre état cognitif et émotionnel. Saut de paragraphe. L'éthique scientifique est un autre pilier du livre. Kay critique la recherche scientifique lorsqu'elle est déconnectée de l'humain. Les chercheurs voient Charlie comme un rat à deux pattes. Ils oublient qu'il y a un homme derrière le dossier. Ils négligent le consentement éclairé, la responsabilité morale envers le sujet. L'expérience sur Algernon est répétée sur Charlie sans garantie de résultat, sans plan pour gérer les effets secondaires psychologiques. C'est une allégorie de la course à la technologie sans frein éthique. Dans notre monde actuel, où l'intelligence artificielle, la génétique et les neurosciences avancent à pas de géant, ce message résonne avec une force particulière. Comment devons-nous traiter ceux qui sont modifiés par la technologie? Comment garantir leur dignité? Saut de paragraphe. Parlons maintenant de la structure stylistique et de l'évolution linguistique de Charlie. C'est l'une des prouesses techniques de Kay. Lire les premiers rapports est une expérience visuelle et cognitive. Les fautes d'orthographe, comme progress pour progress, touroubli pour touroubli, ou les phrases comme I want to be smart, ancrent le lecteur dans la perspective de Charlie. On ne juge pas Charlie, on le comprend.
On sent sa frustration, son espoir. Ensuite, à mesure que les rapports s'améliorent, le style change. Les phrases deviennent plus fluides, plus précises. Le lecteur ressent la satisfaction de Charlie, la fierté, l'excitation. Finalement, dans les derniers rapports, le style se fragmente. Les phrases redeviennent courtes, hachées. Les mots reviennent en arrière. C'est une simulation littéraire du processus de démence ou de régression cognitive. Kay réussit à faire ressentir physiquement au lecteur la perte de la capacité linguistique, ce qui renforce l'empathie. Saut de paragraphe. Il est intéressant de noter que le titre original, Flowers for Algernon, fait référence à la fin de l'histoire. Charlie demande des fleurs pour Algernon. Mais le titre français, Bouquet pour Charlie, ou parfois Des fleurs pour Charlie, déplace-le. Il met l'accent sur Charlie lui-même. Les fleurs sont pour Algernon, mais le livre est un bouquet pour Charlie, pour honorer sa vie, sa souffrance, son humanité. C'est un hommage de l'auteur à son personnage. Kay veut que nous rendions hommage à Charlie, non pas pour ce qu'il a accompli intellectuellement, mais pour ce qu'il a ressenti humainement. Saut de paragraphe. Analysons les implications sociales du livre. Charlie Gordon est un membre de la classe ouvrière, un travailleur manuel dans une boulangerie. Il est marginalisé économiquement et intellectuellement. L'expérience lui offre une ascension sociale rapide. Il entre dans le monde universitaire, il côtoie les élites intellectuelles. Mais il réalise que ce monde est plein de conflits, de jalousie, de manipulation. Les classes supérieures intellectuelles ne sont pas nécessairement meilleures moralement. Nemur est aussi vicieux qu'il l'était, seulement il est plus subtil. Charlie découvre que l'intelligence n'est pas synonyme de vertu. Cela brise l'idéalisation sociale du savoir. Kay nous dit que la moralité est indépendante de l'intelligence. On peut être un génie immoral et on peut être limité mentalement, mais profondément bon. Charlie, à sa manière, est bon. Son désir initial n'était pas de dominer les autres, mais de se connecter à eux, d'être aimé. Saut de paragraphe. La relation avec la mère de Charlie est aussi un élément clé. Charlie n'a jamais connu son père, et sa mère l'a envoyé dans une institution quand il était petit parce qu'elle ne pouvait pas le gérer. Elle a essayé de l'avorter, mais l'a gardé. Cette histoire familiale est un traumatisme profond. Charlie porte ce rejet toute sa vie. Il pense que s'il devient intelligent, sa mère l'aimera, ou du moins, il pourra la comprendre. Mais même devenu génie, il ne peut pas réparer ce traumatisme. Sa mère reste distante, incapable de voir la valeur de son fils. Cela montre que certaines blessures émotionnelles sont indépendantes de l'intelligence. Avoir un QI de 180 ne guérit pas l'amour maternel défaillant. Charlie doit apprendre à s'aimer lui-même, à trouver de la validation ailleurs qu'auprès de sa famille biologique. C'est un processus difficile, et il y parvient partiellement grâce à Alice et à ses nouvelles connaissances, mais le fond de la plaie reste. Saut de paragraphe. Un autre aspect important est la sexualité et l'adulte dans le livre. Charlie, en devenant intelligent, prend conscience de sa sexualité. Il passe de l'innocence infantile à la maturité adulte. Sa relation avec Alice est aussi sexuelle qu'intellectuelle. Kay traite de la sexualité des personnes handicapées mentales, un sujet souvent tabou. Avant l'opération, Charlie est sexuellement innocent, confus. Après, il devient un homme avec des désirs. Il explore son corps, il désire Alice. Cela humanise Charlie. Il n'est pas juste un cerveau, c'est un être complet. Mais cela crée aussi des tensions. Alice est son professeur, sa thérapeute, et maintenant son amante. Cette mixité des rôles est complexe et parfois problématique, ce que Kay reconnaît subtilement. Alice lutte contre ses propres désirs et ses responsabilités professionnelles. Saut de paragraphe. Parlons de l'impact culturel durable de l'œuvre. Bouquet pour Charlie a inspiré de nombreuses adaptations, dont un film célèbre avec Cliff Robertson, qui a remporté un Oscar, et une pièce de théâtre. Ces adaptations ont permis de toucher un public plus large, mais le livre reste supérieur dans sa profondeur psychologique grâce à la première personne. Le film ne peut pas montrer l'évolution interne de la pensée de Charlie aussi bien que le texte écrit. Les lecteurs qui ont lu le livre disent souvent qu'ils ne peuvent plus regarder les personnes handicapées mentales de la même manière. Le livre a changé des vies, provoquant une prise de conscience sur la dignité des personnes vulnérables. Il est souvent utilisé dans les formations sociales, les écoles, les hôpitaux. Saut de paragraphe. En conclusion de cette analyse, Bouquet pour Charlie est bien plus qu'un roman de science-fiction. C'est une tragédie grecque moderne. Charlie est un héros qui cherche à améliorer son destin, qui accomplit des exploits incroyables, mais qui est condamné par une force supérieure, la biologie, la science, le destin. Son hubris, son désir de devenir plus qu'il n'est, mène à sa chute. Mais sa chute n'est pas une punition morale, c'est une fatalité biologique. Le livre ne juge pas Charlie. Il le plaint, il l'admire, il l'aime. C'est cette compassion qui réside au cœur de l'œuvre. Saut de paragraphe. Daniel Kay nous laisse avec une question qui résonne longtemps après avoir fermé le livre. Si vous pouviez devenir plus intelligent, le feriez-vous ? Si vous saviez que vous perdriez tout au bout, si vous saviez que cela vous isolerait de ceux que vous aimez, si vous saviez que vous souffririez davantage de comprendre le monde, accepteriez-vous le deal ?
Kay ne répond pas directement, mais il montre les coûts et les bénéfices. Les bénéfices sont l'ouverture d'esprit, la liberté intellectuelle, la compréhension. Les coûts sont la solitude, la douleur de la conscience, la perte de la simplicité heureuse. Peut-être que la réponse est qu'il n'y a pas de bonne réponse, seulement des choix humains avec des conséquences humaines. Saut de paragraphe. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture approfondie de Bouquet pour Charlie. J'espère que cette analyse vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. C'est un livre qui change, qui aide à réfléchir sur notre propre condition, sur la valeur de l'intelligence et de l'amour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager vos propres réflexions en commentaire. Quelle partie de l'histoire vous a le plus touché? Pensez-vous que l'expérience valait le coup pour Charlie? Discutons. Saut de paragraphe. Rappelez-vous, comme Charlie l'a dit à la fin, s'il vous plaît, mettez des fleurs sur la tombe d'Algernon, moi aussi. Une invitation à l'humanité, à la mémoire, et à la douceur. Merci d'avoir écouté. Saut de paragraphe. Nous allons maintenant revenir sur certains détails spécifiques des rapports pour illustrer encore mieux la progression de Charlie. Prenons, par exemple, le rapport du mois de mai. Charlie commence à se rendre compte qu'il comprend ce que disent les chercheurs quand ils pensent qu'il ne les entend pas. Il écoute leurs conversations au bureau. Il entend Nemur parler de lui comme d'un cas intéressant mais illimité. Il entend Strauss être plus inquiet. Cette prise de conscience est un moment charnière. Charlie passe du statut d'objet observé à celui de sujet observateur. Il reprend du pouvoir, non pas intellectuel, mais émotionnel. Il voit la vérité des relations humaines. Il comprend que les adultes, même les savants, sont pleins de secrets, de peurs, de mensonges. Cela le déçoit, mais cela le mature. Saut de paragraphe. Un autre détail intéressant est la façon dont Charlie gère son nouveau temps libre. Devenu riche, populaire, intelligent, il pourrait vivre une vie de luxe. Mais il choisit de passer du temps à lire, à étudier, et à être avec Alice. Il ne cherche pas à s'amuser avec les plaisirs mondains de New York, du moins pas au début. Il est avide de connaissances. Kay décrit cette fin d'apprendre de manière presque physique. Charlie a faim de livres, faim de réponses. Cette soif est ce qui le définit durant cette phase. Mais cette soif est aussi ce qui le conduit à la solitude. Personne d'autre ne partage cette soif avec la même intensité. Alice essaie, mais elle a d'autres obligations, d'autres vies. Charlie est seul dans sa course au savoir. Saut de paragraphe. Lorsque Charlie rencontre le docteur Strauss pour la première fois de manière informelle, hors du cadre de la clinique, il ressent une forme de sécurité. Strauss est le seul chercheur à qui Charlie ose poser des questions personnelles. « Est-ce que ça va me faire du mal ?» demande Charlie. Strauss répond avec honnêteté, mais avec retenue. Il ne veut pas effrayer Charlie. Cette interaction montre la différence entre la science clinique et la relation humaine. Strauss essaie de maintenir les deux, mais échoue finalement face aux pressions externes. C'est une tragédie personnelle pour Strauss, qui semble sincèrement attaché de l'affection à Charlie, mais qui est prisonnier de son rôle. Saut de paragraphe. La relation avec Alice est aussi marquée par des moments de tension. Alice veut que Charlie reste son étudiant, son patient. Charlie veut qu'Alice soit son égale, son amoureuse. Ce conflit de rôle crée des frictions. Charlie commence à dominer les discussions intellectuelles, laissant Alice dans une position inférieure. Elle se sent dépassée. Elle est brillante, mais Charlie est un génie. Cette inversion des rôles classiques, professeur-élève, femme-homme dans les années 60, est source de stress pour Alice. Elle doit accepter que l'homme qu'elle aime est maintenant plus fort et plus intelligent qu'elle. C'est une épreuve narcissique difficile. Kay montre cela avec subtilité. Alice n'est pas jalouse de l'intelligence de Charlie, mais elle est triste de perdre la dynamique qu'ils avaient. Elle regrette la simplicité. Saut de paragraphe. Les rapports de Charlie montrent aussi une évolution de son humeur. Au début, il est optimiste, joyeux. Puis, il devient fier, confiant. Ensuite, il devient anxieux, suspect. Enfin, il devient dépressif, désespéré. Cet arc émotionnel suit l'arc cognitif. L'intelligence ne rend pas heureux. Elle rend conscient. Et être conscient de sa propre finitude, de la trahison des autres, de la brutalité du monde, c'est souffrir. Charlie découvre la mélancolie. C'est une émotion complexe, propre aux esprits développés. Les personnes très limitées mentalement ne connaissent probablement pas la mélancolie existentielle de la même manière. Elles vivent l'instant présent. Charlie, lui, vit dans le passé, souvenir, et dans le futur, peur. Il perd l'instant présent. Saut de paragraphe. Lors de la phase de déclin, Charlie essaie de s'accrocher à Alice. Il sait qu'il va perdre tout. Il veut garder les souvenirs d'elle. Il écrit des lettres, il essaie de fixer ses sentiments. Mais l'oubli est implacable. Il regarde Alice avec des yeux qui ne la reconnaissent plus parfois. Il sent qu'il y a quelqu'un là-bas, mais il ne sait pas qui. Cette perte progressive est dévastatrice. C'est comme regarder un film se dégrader image par image. Kay utilise des métaphores visuelles pour décrire cette perte. Charlie parle de brouillard, de voile, de fils qui se rompent.
L'écriture reflète cette fragmentation. Saut de paragraphe. Pour finir cette analyse complète, il faut souligner l'importance de la figure d'Algernon. Algernon est le miroir de Charlie. Quand Algernon est heureux, actif, vif, Charlie l'est aussi. Quand Algernon devient sombre, agressif, moribond, Charlie le devient aussi. Ils sont liés par le même sort. Charlie voit sa propre mort intellectuelle dans la mort d'Algernon. C'est une projection terrifiante. Il ne peut pas nier ce que la souris lui montre. Algernon est la vérité biologique que les docteurs essaient de cacher. La souris ne ment pas. La souris meurt. Donc Charlie mourra. C'est une loi naturelle impitoyable. Saut de paragraphe. Le livre se termine sur une note de paix relative. Charlie, redevenu comme avant, ne comprend pas tout, mais il ressent le calme. Il n'a plus la douleur aiguë de la conscience de sa perte. Il est revenu à l'innocence, mais une innocence éclairée par la mémoire vague. Il a aimé Alice. Il a été intelligent. Il a souffert. Et maintenant, il est juste Charlie. Et c'est suffisant. Le lecteur est laissé avec le sentiment que peut-être, au fond, Charlie a gagné quelque chose, il a vécu une vie complète, riche, intense, même si elle fut brève. Il a touché les étoiles, et il est retombé sur Terre, mais il connaît maintenant la hauteur. Saut de paragraphe. Merci de votre attention attentive. N'oubliez pas que la littérature a le pouvoir de transformer notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Bouquet pour Charlie est un tel pouvoir. Je vous encourage à le lire, ou à le relire, si ce n'est déjà fait. Chaque relecture révèle de nouvelles nuances, de nouvelles émotions. C'est un livre qui vieillit bien, car les questions qu'il pose sont intemporelles. Qui sommes-nous? Que voulons-nous être? Comment aimons-nous? Comment souffrons-nous? Ces questions sont au centre de l'existence humaine, et Charlie Gordon est notre guide dans ce voyage. Saut de paragraphe. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et voir plus d'analyses de ce type, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime les livres profonds. Et dites-moi en commentaire quel livre vous a le plus marqué par sa profondeur humaine. À la prochaine fois pour une nouvelle exploration littéraire. Portez-vous bien, et continuez à chercher, à aimer, et à fleurir, comme Charlie l'a appris à sa manière.